On en parle maintenant parce que donc Moussa Dembélé, désormais ancien joueur lyonnais, a donné une interview où il envoie au vitriol, comme on dit, une interview à Foot Mercato. Je vous ai sélectionné quelques extraits que je vais vous lire moi-même. Hein. Je vais donc citer Moussa Dembélé qui répondait donc en fin de semaine, mais on n'a pas eu le temps d'y revenir longuement, donc on voulait le faire ce soir. Il explique déjà les raisons de son départ. On lui pose la question. Vous êtes désormais en Arabie Saoudite où il a mis 8 buts en 7 matchs. Est-ce qu'il se sent plus libéré qu'à Lyon? Et il dit, moi, l'hostilité ne me fait pas peur quand elle vient de l'adversaire. Ça me stimule même. Il dit, j'ai connu les menaces de mort des supporters des Rangers avant les derbys de Glasgow. À l'époque, il jouait au Celtic. Ça ne m'empêchait pas de faire le boulot. Mais quand l'hostilité vient de vos propres supporters et que ça en devient de la haine, alors c'est une autre histoire. Il dit, à Lyon, l'environnement est malsain. Il n'est pas propice à l'épanouissement, dit Dembélé. Ce n'est qu'une entrée en matière. Là, attention. Il ajoute entendre 20 000 personnes insulter ma mère et m'insulter à chaque touche de balle, c'est pas supportable. Et pas un seul dirigeant n'a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont tous restés silencieux. Et là, attention, c'est là que ça part sur les dirigeants, parce qu'ils vont tous prendre pour leur grade. Je commence par Bruno Chéroux. Question du journaliste, avez-vous senti du respect de la part de vos dirigeants? Bruno Chéroux et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c'était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d'esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain. Dans le vestiaire... Est-ce qu'on peut à chaque fois arrêter pour donner un point de vue tout? Qu'un directeur sportif ou quelqu'un de la direction parle d'actifs quand on parle de joueurs, ça peut sembler peut-être maladroit à certains joueurs, mais c'est quelque chose qui est absolument commun. Surtout quand c'est un joueur que tu veux vendre depuis pas mal de temps et à qui tu as proposé des clubs parce qu'il y a eu des offres et que lui, avec ses conseillers, dit « je vais rester jusqu'au bout du contrat ». Ah, lui, il dit que c'est pas vrai. Hein. Ah, ça, alors ça, il peut pas dire ça. Bah là, c'est parole contre parole. C'est quoi? Qu'est-ce qui est pas vrai alors? Qu'il n'avait pas d'offre? Alors attends, il a voulu aller au bout du contrat pour la prime. J'y arrive. Donc sur ce plan-là, je trouve qu'il est un peu dur là-dessus. Vas-y. Mais après, il dit plein de choses qui sont vraies. Donc, alors après, il continue sur Chéroux. Il dit dans le vestiaire, cette interview donc où il parlait d'actifs, ça nous a, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Et en plus, il se croyait malin à venir dire soit il prolonge, soit il part. Au final, personne n'a prolongé et personne n'est parti. Donc il s'est ridiculisé tout seul. Dit, donc là, on a exactement, quelque part ce qui est en train de se passer dans beaucoup de vestiaires aujourd'hui avec ces prolongations de contrats et cette nouvelle façon de faire de certains joueurs qui ont absolument le droit, c'est-à-dire, et on l'a vu avec Mbappé, je vais au bout de mon contrat. Donc les clubs vont devoir faire attention maintenant et proposer des choses différentes parce qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs qui veulent aller au bout et qui ne veulent pas être appelés actifs. Ça, je comprends. Ça, effectivement, c'était pour le coup. Et au passage, et la suite de l'interview va le confirmer, c'est quand même, en dehors de ce problème de prolongation de contrat, c'est quand même l'organisation sportive qui est mise en cause de manière claire, comme on en parlait dans l'after. On va y arriver. Il dit, pour donner sa version, il dit Vincent Ponceau, lui aussi, a été irrespectueux. En février, il a fait une interview disant qu'il avait reçu les offres que j'ai refusé de partir. Il ment. S'il a reçu les offres, il n'en a pas parlé à mon agent. C'est alors une faute professionnelle de sa part et pas de la mienne. Moi, dit Dembélé, j'étais en négociation avec plusieurs clubs en janvier 2023. Si on négocie avec un club, c'est bien qu'on accepte de partir. Voilà la version. Donc ça veut dire que quand il ne jouait plus et qu'il attendait et tout, il n'y avait pas de club. Alors pourquoi il ne jouait plus alors? Alors, donc non, là il y a un une nouvelle fois, problème. c'est parole contre parole. Hein. Il y a un petit problème dans ce qu'il dit là-dessus. Quand Vincent Ponceau fait son interview, il sait très bien ce qu'il fait. Il met de l'huile sur le feu et attise encore plus la haine des supporters et se dédouane en même temps pour se donner une bonne image, genre c'est pas moi, allez taper sur eux, c'est eux les mauvais. Là, il a raison et le fait que Vincent Ponceau est probablement un excellent juriste et qui sait faire des contrats, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, le rôle qui a été donné à cet homme-là est totalement disproportionné et démesuré dans ce club. Et ça, je l'ai toujours dit. Je crois qu'il est d'accord avec toi. Ce n'est pas un dirigeant de foot, c'est un dirigeant dans un club de foot du côté de l'administratif, mais il ne peut pas être au sport. Or, il avait un rôle qui était directeur du football et il s'est clashé avec Juninho, il s'est clashé avec trop de monde. Il est certainement compétent pour faire plein de choses, mais pas pour se mêler de sportif. Et à chaque fois, ça a merdé. À chaque fois, il y a eu des antécédents. Il y a eu des précédents, tu veux dire. Oui, pardon.
il y a eu des choses qui sont restées, des conflits avec certains joueurs, avec d'autres dirigeants, en l'occurrence Juninho. Donc Ponceau, oui, ça a été un problème. Mais comme c'était le gardien du temple, le bras droit d'Aulas, le mec que Aulas protégeait absolument, on en revient à qui? Ça a foutu le bordel. On en revient à qui? On en revient à Aulas. De toute façon, c'est Aulas. On en revient au boss, parce que là, ce que dit Dembélé... Moi, ça fait 10 ans que je dis qu'Aulas était devenu un problème. Dembélé a le mérite quand même, parce que même s'il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas tout à fait vraies... Non, mais il alerte sur plein de choses. Hein, et c'est intéressant de dire aussi pour tous les gens qui, quand ils écoutent l'after, disent qu'on va trop loin sur l'organisation sportive, sur la façon dont ça se passe avec Ponceau et tout. Après, il faut sortir son affaire du contrat, effectivement, je pense, parce que là, bon, ils sont dans un conflit, on va dire, interne. C'est différent et sur la prolongation. En revanche, sur l'organisation sportive et même sur la relation et le respect que tu as ou pas pour les dirigeants qui sont au-dessus de toi et qui viennent te voir. Là, c'est terrible. Là, tu vois pourquoi le club va dans le mur et à courir. Oui, cette interview est très intéressante. Alors, je continue. Donc, sur le fait que lui-même, Dembélé, se fasse insulter par le stade, il dit Vincent Ponceau a une grande responsabilité, il a chauffé les supporters. J'en arrive maintenant à une considération un peu plus globale. Il dit la vérité, c'est que les dirigeants se sont tous foirés dans la gestion du club. Et ça dure depuis des années, dit Dembélé. Quand on regarde bien, ils sont jamais réellement critiqués car ils ont leurs copains dans les médias ou sur les plateaux télé qui ne vont jamais leur faire mauvaise presse. Pas faux. Je cite, attention, écoutez bien, à part Daniel Riolo, Jérôme Rotel et 3-4 exceptions, le reste c'est du copinage. Pas faux. Mais c'est le vrai problème de l'homme. Mais attends, tu sais quand même que tout ça, on en a parlé, enfin les auditeurs de l'After de longue date sont témoins quand même. Quand je parlais le gang des Lyonnais, quand je parlais des problèmes, du fait qu'Aulas c'était devenu un problème depuis des années, et de la façon qu'elle avait... On a quand même appris récemment, vous vous souvenez pas quand je vous parlais du gamin là, David Barbet, là, Dabardet ou je sais pas quoi, qui sur Twitter allumait à droite à gauche et tout, j'avais dit mais... Un jeune tweetos. Ce gars-là était payé par le club. Alors, on n'est pas à l'échelle du PSG. Hein, 4 000 euros par mois, paraît-il. C'est pas à l'échelle du PSG où le PSG, il ne paye pas les comptes laquais au PSG. Tout ça, c'est la direction des clubs qui veut maintenant gérer la communication de cette façon en payant des mecs ou en donnant des pseudo-infos à 2 balles à des comptes laquais. Voilà où ça mène. Et le PSG le fait. Et quand tu vois dans la tribune de presse au Parc des Princes débouler tout un tas de mecs qui ne sont pas journalistes, qui sont juste... qui tiennent juste des comptes laquais du club, c'est inadmissible. Même pour notre métier, c'est inadmissible. On ne doit pas supporter ça. Et le syndicat des journalistes, là, on paye tous une cotise chaque année, mais ils doivent faire le ménage. Ils ne doivent pas faire rentrer ni les touristes, ni les journalistes de ce genre-là qui sont payés par le club. Je pense qu'ils font le max. Parfois, ils n'ont pas le choix. Ils doivent avoir le choix. Et nous, on devrait s'élever contre ça. Au PSG, un jour, on est venu les voir, on leur a dit votre tribune de presse, là, elle va être amputée d'un quart de son espace parce qu'on va prendre les places pour les influenceurs. C'est inadmissible. Et Pascal Ferré, qui a été un journaliste à France Football et qui a bien fait son métier pendant des années, il n'est pas obligé de retourner sa veste et d'arriver au Paris Saint-Germain et de se compromettre à ce genre de truc-là. Voilà, il n'est pas obligé. Revenons à Lyon. Non, mais parce que ce qui s'est passé au PSG me fait penser également à ce qui se passait à Lyon. Parce que, qu'il ait des amis, Aulas, et plein de journalistes potes, on les connaît tous. Mais il faisait aussi ça, là, de payer des mecs qui répandaient des fausses informations et qui faisaient qu'à l'arrivée, on épargnait les vrais responsables. Et moi, je vous dis que depuis des années, le seul responsable de l'état actuel du club, c'est Aulas. Aulas, il a construit et il a détruit ce club. Bon, maintenant il n'y est plus. Alors, il n'y est plus. Écoute, mais tu crois que c'est Textor le coupable? On va en parler après, mais il est coupable de rien. Textor, il est coupable qu'on lui a filé le club et il n'a plus une thune. Parce qu'en plus, il va se faire lâcher par les Américains. Donc lui, on va être encore plus dans la merde. Je reviens donc à ce que dit Dembélé à Foot Mercato. Il dit, je cite, le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà le problème majeur. C'est vrai. Exemple, dit Dembélé, quand ils sont venus parler du projet ADN OL à l'été 2022, on a vu que c'était du marketing. Pour vous dire, on en rigolait dans le vestiaire. On regardait les réseaux sociaux, il n'y avait que des posts sur les joueurs du centre de formation. C'était de la communication et rien d'autre. Il n'y a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte, dit Dembélé. C'est catastrophique. Ils sont incompétents même pour vendre des joueurs. Oussem Aouar, Memphis Depay, Jason Denayer, moi, sans oublier Pierre Kaloulou qui flambe au Milan, tous sont partis gratuitement.
dit Dembélé. Les dirigeants sont tous incompétents et arrogants, ajoute-t-il. Voilà. Alors là, il leur met une louche sur Vincent Ponceau. Il dit, il y a un directeur du football qui ne connaît pas le football. C'est un truc de malade, dit Dembélé. C'est comme si moi, j'étais rédacteur en chef de Foot Mercato, mais que je ne savais pas lire, dit-il. Il dit, moi, j'ai fait 5 ans à Lyon, j'ai connu 5 entraîneurs différents et 3 directeurs sportifs. En l'occurrence, Juninho, Florent Maurice, Bruno Chéroux, qui était responsable de recrutement, bref. Il dit, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est un truc de dingue. 3 directeurs sportifs en 5 ans, dit-il. Après, il explique, il dit, maintenant, entre Grosso, Potter et Gattuso, il y a quand même une différence de style et de management. Ça veut dire que, donc ça c'était les fameux choix à l'époque, et ça veut dire qu'en fait, même pour le choix du coach, c'est au hasard. Ouais. Sans qu'il y ait de style défini. Il y a plein de choses qui sont vraies. Donc Dembélé dit, c'est du grand n'importe quoi. Alors attention, il réhabilite Juninho. Il dit, je continue, je cite, ils ont fait fuir Juninho qui lui avait un plan. Il dit, personnellement, moi, j'ai eu des différends avec Juninho, mais quand il a fallu que j'aille à l'Atlético et que j'en avais besoin, il a fait tout ça pour moi, je lui en serai toujours reconnaissant. Juninho, il comprend ce que c'est que le football, il sait ce que c'est qu'un groupe, des valeurs de club. Il ne faut pas oublier que Cacré, Malo Gusto, Loukeba, c'est Juninho qui les a fait monter en équipe première. Il amène Paqueta, Guimarães, Emerson. Ça, c'est la classe mondiale. Juninho, il anticipait, il analysait, il avançait avec un plan. Voilà. Bon, et ça, on le disait aussi. Et de quelle façon s'est fait massacrer Juninho? Par Olas. Enfin, par qui, pardon, pas de quelle façon. Par qui? Par Olas. Qui l'a fait venir pour calmer les supporters, pour envoyer un message, et qui, derrière, a rien fait pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu'il travaille correctement. Qu'il a foutu dehors, ça s'est fini en embrouille, et les deux se parlent plus. Mais là où c'est intéressant, en dehors si le responsable, c'est pas Olas, je sais pas. Non, mais tout ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que depuis que Textor est là, il y a des tas de gens qui reviennent sur ce qu'on a dit et ce que j'avais dit quand Olas est parti, en disant ça fait du bien qu'Olas soit parti, après ça aurait dû arriver il y a 5 ans, et en disant Textor il fait pas mieux. Mais en fait non, ça n'a rien à voir. Textor il fait avec ce qu'il a dans un contexte ultra compliqué. Et le dernier point quand même, je suis assez d'accord, parce que j'en ai parlé la dernière fois sur le choix de Grosso, c'est quand même hallucinant que Textor soit arrêté que quand il se rend compte qu'il y a une défiance sur Gattuso, en se disant on a peut-être fait une boulette, attends, on va rebattre les cartes, finalement dis-lui que c'est pas bon. C'est pas possible. Franchement, même maintenant, si tu es là, Olas, ça ne marchait pas. Les dernières années ont été catastrophiques. Mais là aussi, sur le choix du coach, il a tout à fait raison. Il n'y a pas de politique sportive. Là, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on les a encore vus perdre de façon complètement normale à Reims. 2 points, ok, 4 points du premier non relégable. On ne va pas entrer en panique. Mais je ne vois rien de bon. Je vois des mecs complètement abattus, malades, au bord des larmes. J'ai du mal à voir une issue. Je ne sais pas. Et quand tu sais qu'en coulisses, de toute façon, il n'y a plus de président, hein, parce que Gucci, il est là sans être là. Textor, il est à distance. Et surtout, les rumeurs les plus folles, et j'essaye de vérifier ça, et les 2 premiers échos que j'ai eus vont dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il n'y a pas encore retour d'Olas, mais que Textor, dans quelques temps, il sera peut-être obligé de vendre, parce qu'il paraît que les mecs qui lui prêtaient de l'oseille ne veulent plus rien lui donner. Alors, pour l'instant, comme lui, il n'avait pas beaucoup d'oseille déjà. Oui, mais lui aussi, pour l'instant, les infos économiques sont plutôt positives. C'est Edouard G qui nous fait savoir ça aujourd'hui. Ouais, alors alors, ils ont quand même vendu pour 107 millions d'euros. Et donc, ça veut dire que la DNCG, ça va passer cette fois nickel. Prochain rendez-vous en novembre à la DNCG. Là, l'OL féminin s'est définitivement vendu dans les semaines qui viennent. Là aussi, c'est une belle économie. Donc, la promesse de recrutement au mois de janvier qu'a fait Textor ce week-end est plus que possible.